Chapitre 12. Conspiration. Le grêlé à ta fenêtre, le grêlé à ta porte. Le grêlé amène les jours de peste qui t'étendront à terre. Quand flamme bleue monte de ta bougie, par une sorcière ta chance a péri. Ne souffre pas de serpent sur ton âtre, ou le mal tuera tes enfants à petit feu. Ton pain ne lève pas, ton lait surit, ton beurre ne prend pas, tes flèches tordent dans ses champs, ton couteau te coupe, tes coqs chantent à la lune, ainsi le maître de maison se sait maudit. Il nous faut du sang. Ketriken m'avait écouté jusqu'au bout, et elle venait de faire cette déclaration avec autant de calme que si elle demandait une coupe de vin. Elle regarda tour à tour Patience et Brodette, qui cherchaient des idées. Je vais m'occuper de trouver un poulet, dit enfin Brodette, à contre-cœur. Je devrais le fourrer dans un sac pour l'empêcher de faire du bruit. Eh bien, vas-y, fit Patience. Va vite et rapporte-le dans mes appartements. Moi, je vais me munir d'un couteau et d'une cuvette. Et une fois l'affaire faite, nous ne reviendrons ici qu'avec une coupe de sang. Moins nous en ferons ici, moins nous aurons à dissimuler. Je m'étais tout d'abord rendu chez Patience et Brodette, sachant que je n'arriverais pas à franchir seul le barrage des suivantes de la reine. Et, tandis que je faisais un rapide crochet par ma chambre, elle s'était présentée chez Ketriken sous couvert de lui apporter une tisane spéciale. Mais, en réalité, pour lui demander de ma part une audience privée. Elle avait renvoyé toutes ces dames en les assurant que la présence de Patience et Brodette était suffisante, puis dépêché Romarin à ma recherche. La petite fille jouait à présent près de la cheminée, absorbée par l'habillage d'une poupée. Tandis que Patience et Brodette sortaient, Ketriken se tourna vers moi. Je vais éclabousser ma robe et mon lit de sang, puis j'enverrai chercher Murfess, en lui faisant dire que je crains une fausse couche suite à ma chute. Mais je n'irai pas plus loin. Fitz. Je ne permettrai pas que cet homme pose la main sur moi, et je ne ferai pas la bêtise de manger ni de boire l'une ou l'autre de ces mixtures. Je ne fais cela que pour le détourner de mon roi. De plus, je ne dirai pas que j'ai perdu l'enfant, seulement que je le redoute. Elle s'exprimait d'un ton farouche. Je me sentais glacé de voir avec quelle facilité elle avait accepté ce que Royal avait fait et faisait actuellement, et ce que j'avais proposé, pour le contrecarrer. J'aurais tout donné pour être sûr que sa confiance en moi était bien placée. Elle ne parlait ni de trahison, ni de bien ou de mal. Elle discutait simplement de stratégie, aussi froidement qu'un général prépare une bataille. Cela suffira, affirmai-je. Je connais le prince royal. Murfess se précipitera pour lui conter ce qui vous arrive. Il reviendra ici avec lui, même si le moment est mal choisi. Il ne pourra pas résister au plaisir de constater la réussite de sa manœuvre. Toutes ces femmes qui s'apitoient sur moi à cause de la disparition de vérité, c'est déjà pénible, mais les entendre parler de mon enfant comme s'il était mort, lui aussi, va être insupportable. Cependant, je le supporterai si je le dois. Et s'il laisse des gardes auprès du roi demanda Ketriken. Dès que Royal et Murfess seront partis vous voir, je frapperai à la porte et je créerai une diversion. Je m'occuperai des gardes, s'il y en a. Mais si vous êtes occupé à les détourner de leur poste, comment comptez-vous agir par ailleurs? J'ai quelqu'un d'autre qui m'aidera. Du moins l'espérais-je. Je pestais encore une fois intérieurement contre le fait qu'Imbre ne m'avait jamais laissé mettre en place un moyen de le contacter dans ce genre de circonstances. Fais-moi confiance, me répétait-il. J'ai des yeux et des oreilles partout, où c'est nécessaire. Je te convoque quand je sais que cela ne présente aucun risque. Un secret reste un secret tant qu'un seul homme le connaît. Je n'avais l'intention de révéler à personne que j'avais déjà confié mes plans à ma cheminée, dans l'espoir qu'Imbre écoutait. Je formais le vœu que, dans le bref laps de temps que je lui donnerais, il pourrait approcher le roi et calmer sa souffrance afin qu'il puisse résister au harcèlement de Royal. C'est de la torture, murmura Ketriken, comme si elle l'avait lu dans mes pensées. Abandonner ainsi un vieillard à sa souffrance. Elle me regarda dans les yeux. Vous n'avez pas assez confiance dans votre reine pour me dire qui est votre aide? Je ne puis partager un secret qui n'est pas le mien. C'est le secret de mon roi, répondis-je doucement. Mais bientôt, je pense qu'il faudra vous le révéler. Jusque-là. Allez,
me dit-elle en se déplaçant mal à l'aise sur son divan. Meurtri comme je suis, je n'aurais pas à feindre d'être mal, seulement à supporter la présence d'un homme qui cherche à tuer son père, qui n'est pas encore né, et à tourmenter son vieux père. Je m'en vais, répondis-je aussitôt, car je sentais sa fureur croître, et je ne désirais pas y ajouter. Tout devait être convaincant dans cette mascarade. Elle ne devait pas laisser voir qu'elle savait que sa chute n'était pas due à sa propre maladresse. En sortant, je croisai Brodette qui portait une théière sur un plateau, patient sur ses talons. Ce n'était pas du thé qu'elle apportait. En passant devant les dames de compagnie de la reine, j'eus soin de prendre l'air soucieux. Lorsque la reine leur demanderait de lui envoyer le guérisseur personnel du roi, leur réaction serait sincère, et j'espérais qu'elle suffirait à faire sortir Royal de son repère. Je me faufilai dans les appartements de Patience et laissai la porte à peine entrebâillée, puis j'attendis. Je pensais à un vieil homme chez qui les drogues ne faisaient plus effet et dont la douleur se réveillait. Je l'avais vu de l'intérieur, cette douleur. Dans ces conditions, et si un homme m'interrogeait sans relâche, combien de temps parviendrais-je à me taire ou à rester dans le vague? Des jours entiers parurent s'écouler. Enfin, j'entendis des bruissements de jupes, des pas dans le couloir et des coups affolés à la porte du roi subtil. Je n'avais pas besoin de comprendre ce qui se disait. Le ton suffisait. Les supplications effrayées des femmes, les questions rageuses de Royal qui se muaient soudain en inquiétude feinte. Il appela Murfès qui sortit aussitôt de son exil, et je perçus son exultation lorsqu'il lui ordonna de se rendre immédiatement auprès de la reine qui faisait une fausse couche. À grand bruit, les dames passèrent à nouveau devant ma porte. Je ne bougeai pas et retins mon souffle. Ce trot, ces marmonnements, ce devait être Murfès, sans doute chargé de toutes sortes de remèdes. J'attendis en respirant lentement, discrètement, et je finis par avoir la certitude que ma ruse avait échoué. À cet instant, j'entendis le pas plus mesuré de Royal, puis ceux pressés de quelqu'un qui le rattrapait. C'est du bon vin, crétin, ne le secoue pas, le réprimanda le prince. Après quoi, la distance ne me permit plus de distinguer ses paroles. Je patientai encore. Longtemps après qu'il eût dit être admis dans les appartements de la reine, je bridai ma hâte et comptai jusqu'à 100 avant d'ouvrir la porte et de me diriger vers celle du roi. Je frappai doucement, mais avec insistance, sans m'arrêter. Au bout d'un moment, une voix irritée demanda qui était là. Fitz chevalerie, répondis-je sans faiblir. Je dois absolument voir le roi. Un silence, puis. Personne n'a le droit d'entrer. Sur ordre de qui? Du prince royal. Je porte un objet que m'a donné le roi avec la promesse que je pourrais toujours le voir quand je le désirerais. Le prince royal a bien spécifié qu'il ne fallait pas vous laisser entrer. Oui, mais c'était avant. Et je baissai le ton en marmonnant quelques syllabes inintelligibles. Qu'est-ce que vous avez dit? Je marmonnais de rechef. Parlez plus fort! Je n'ai pas envie que tout le château l'entende, rétorquai-je d'un ton agacé. Ce n'est pas le moment de créer un mouvement de panique. J'emportai le morceau. La porte s'entr'ouvrit. Qu'est-ce qu'il y a? Siffla l'homme. Je me penchai vers lui, jetai un coup d'œil à la gauche et à droite dans le couloir, puis encore un par-dessus son épaule. Vous êtes seul? Demandai-je d'un ton soupçonneux. Oui, répondit-il avec impatience. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a intérêt à ce que ce soit important. Je portai les mains vers ma bouche tout en me penchant davantage, comme si je ne voulais pas laisser échapper la moindre bribe de mon secret. Et le garde se rapprocha. Aussitôt, je soufflai dans ma paume et une poudre blanche lui jaillit au visage. Il recula en chancelant et se mit à se frotter les yeux en s'étranglant. Un instant plus tard, il gisait à terre. C'était de la brume de nuit, rapide, efficace, et souvent mortelle. Mais je n'arrivais pas à ressentir de pitié. D'abord, c'était l'homme qui prenait plaisir à démettre les épaules. Et surtout, nul ne pouvait se trouver dans l'antichambre de Subtil sans être au courant, peu ou prou, de ce qui se passait chez le roi. J'avais passé la main par l'entrebâillement et je m'évertuais à défaire les chaînes qui bloquaient la porte quand j'entendis un murmure familier, mais pressant. « Va-t'en d'ici! Laisse cette porte! Va-t'en! Ne la déverrouille pas, idiot !» J'aperçus brièvement un visage grêlé, puis la porte se referma brutalement devant mon nez. Humbre avait raison. Mieux valait que Royal ait affaire à une porte barricadée afin qu'il perde du temps à la faire défoncer. Chaque instant que Royal passait retenu dans le couloir était un instant de plus qu'Umbre pouvait employer au chevet du roi.
La suite fut plus dure à réaliser que tout ce que j'avais déjà fait. Je descendis aux cuisines, engageai la conversation avec la cuisinière, puis lui demandai à quoi rimait le remue-ménage dans les étages. La reine avait-elle perdu son enfant? Elle se débarrassa rapidement de moi pour trouver de meilleures sources de renseignements, et je me rendis dans la salle des gardes contiguë, où je bus une chopine de bière, et me forçai à manger comme si j'en avais vraiment envie. Les aliments me restèrent sur l'estomac, pesants comme du gravier. On ne m'adressa guère la parole, mais au moins j'étais présent. Les bavardages sur la chute de la reine enflaient et désenflaient autour de moi. Des gardes de Labour et de Bauge étaient arrivés entre-temps, grands hommes au mouvement lent qui faisaient partie de la suite de leurs ducs respectifs, et ils avaient lié conversation avec leurs homologues du Castelcerre. Il était plus amer que Bill de les entendre parler avidement de la chance que représenterait la mort de l'enfant pour l'accession de Royal au trône. On eût dit qu'ils pariaient sur des chevaux. Le seul autre sujet de bavardage était une rumeur selon laquelle un petit garçon aurait vu le grêlé dans la cour, près du puits du château, aux alentours de minuit. Nul n'eut le simple bon sens de se demander ce que l'enfant faisait là, ni à quelle lumière il avait pu distinguer cette vision de mauvais augure. Non. Tous juraient seulement de bien se garder de l'eau, car assurément, ce présage signifiait que le puits était souillé. J'estimais, quant à moi, qu'étant donné la quantité de bière qu'il consommait, il n'avait guère à se faire du souci. Je ne quittai ma place qu'au moment où l'on annonça que Royal avait besoin sur le champ de 3 hommes solides munis de haches dans les appartements du roi, tandis que les conversations repartaient de plus belle. Je m'éclipsai discrètement et me rendis aux écuries. J'avais compté me rendre chez Burich, voir si le fou était passé le consulter. Mais ce fut Molly que je rencontrai. Elle descendait les marches raides alors que je commençais à les monter. Devant mon expression stupéfaite, elle éclata de rire. Mais elle reprit bien vite son sérieux, et nul amusement ne brillait dans ses yeux. Qu'es-tu allé faire chez Burich? Demandai-je brutalement, en me rendant aussitôt compte de ce que ma question avait de grossier. En réalité, je craignais qu'elle ne fût allée chercher de l'aide. C'est mon ami, répondit-elle laconiquement en voulant me contourner. Sans réfléchir, je lui bloquai le chemin. Laisse-moi passer, siffla-t-elle avec violence. Loin de l'écouter, je la pris dans mes bras. Molly, Molly, je t'en prie, dis-je d'une voix rauque tandis qu'elle se débattait sans conviction, trouvant un endroit où parler, ne serait-ce qu'un instant. Je ne supporte pas de te voir me regarder comme ça, alors que je ne t'ai fait aucun tort, je te le jure. Je te conduis comme si je t'avais rejeté. Mais tu ne quittes pas mon cœur. Si je ne puis être tes côtés, ce n'est pas parce que je n'en ai pas envie. Elle cessa brusquement de se contorsionner. Tu veux bien? Fis-je, d'un ton implorant. Elle jeta un coup d'œil circulaire à la grange plongée dans la pénombre. Nous allons parler, mais brièvement, et ici même. Pourquoi m'en veux-tu à ce point? Elle faillit répondre, mais je la vis se mordre la lèvre, puis devenir soudain de glace. Pourquoi t'imagines-tu que mes sentiments pour toi sont le pivot de toute mon existence? Répliqua-t-elle. Qu'est-ce qui te fait croire que je n'ai pas d'autre intérêt que toi? Je restai bouche bée. Peut-être parce que c'est ce que je ressens pour toi, dis-je d'un ton grave. C'est faux. Exaspérée, elle me reprenait comme elle aurait repris un enfant qui soutiendrait que le ciel est vert. Si, c'est vrai. Je voulus la serrer contre moi, mais elle était raide comme une bûche. Ton roi servant vérité était plus important. Le roi subtil est plus important. La reine Kétrikène et son enfant sont plus importants. À chaque phrase, elle avait plié un doigt, comme si elle dénombrait mes fautes. Je sais où est mon devoir, murmurai-je. Moi, je sais où est ton cœur, répliqua-t-elle tout net. Et je n'y ai pas la première place. Vérité, il n'est plus là pour protéger sa reine, son enfant ni son père, dis-je d'un ton raisonnable. Aussi, pour l'instant, je dois les faire passer avant ma propre vie, avant tout ce qui m'est cher, non parce que je les aime davantage, mais... Je cherchais en vain mes mots. Je suis l'homme lige du roi, fis-je, à bout d'arguments. Moi, je suis ma propre maîtresse. Dans sa bouche, le terme devenait synonyme d'absolue solitude. Je m'occuperai de moi-même. Pas toujours, protestai-je. Un jour nous serons libres, libres de nous marier, libres de faire tout ce que ton roi te demandera, coupa-t-elle. Non, Fitz. Il y avait de l'inéluctable dans sa façon de s'exprimer, de la souffrance aussi.
Elle s'écarta de moi et continua de descendre l'escalier. Alors qu'elle était à 2 marches de moi et que tous les vents d'hiver semblaient souffler entre nous, elle dit presque tendrement: Je dois te faire un aveu. Il y a quelqu'un d'autre dans ma vie. Maintenant. Quelqu'un qui est pour moi ce que ton roi est pour toi. Quelqu'un qui passe avant ma propre vie, avant tout ce qui m'est cher. Selon tes propres paroles, tu ne peux pas m'en vouloir. Elle me regarda. J'ignore ce qu'elle vit sur mon visage. Mais elle détourna les yeux comme si elle ne le supportait pas. Pour lui, je m'en vais, reprit-elle, dans un lieu plus sûr. Molly, je t'en prie, il ne peut pas t'aimer comme je t'aime, m'exclamai-je d'un ton implorant. Elle ne me regarda pas. Ton roi non plus ne peut pas t'aimer comme je t'ai aimé. Mais la question n'est pas ce qu'il ressent pour moi, dit-elle lentement. C'est ce que je ressens pour lui. Il doit avoir la première place dans ma vie. Il en a besoin. Comprends? Ce n'est pas que je n'ai plus de sentiments pour toi. C'est que je ne peux pas faire passer ce sentiment avant ce dont il a besoin. Elle descendit encore 2 marches. Adieu, le nouveau. Elle prononça ces mots définitifs dans un murmure, mais ils se gravèrent dans mon cœur comme au fer rouge. Immobile dans l'escalier, je la regardais s'en aller, et soudain l'émotion qui me tenaillait se fit trop familière. La douleur trop connue. Je me précipitai à sa suite, la saisis par le bras et l'attirai dans la pénombre sous les marches. Molly, dis-je, je t'en prie. Elle ne répondit pas. Elle ne me résistait même pas. Que puis-je te donner, que puis-je te dire pour te faire comprendre ce que tu représentes pour moi? Je ne peux pas te laisser t'en aller. Pas plus que tu ne peux m'obliger à rester, répliqua-t-elle à mi-voix. Je sentis quelque chose l'abandonner, de la colère, du courage, de la volonté. Je ne trouve pas de mots. S'il te plaît, dit-elle. Et j'eus mal en l'entendant car elle m'implorait. Laisse-moi partir. Ne rends pas les choses difficiles. Ne me fais pas pleurer. Je lui lâchai le bras, mais elle ne s'en alla pas. Il y a longtemps, fit-elle d'un ton circonspect, je t'ai dit que tu ressemblais à Buriche. Je hochai la tête dans le noir sans me soucier qu'elle ne pût pas me voir. Par certains côtés, c'est vrai. Par d'autres, non. Aujourd'hui, je décide pour nous deux, comme il a décidé autrefois pour Patience et lui. Nous n'avons pas d'avenir ensemble. Ton cœur est déjà plein de quelqu'un d'autre, et aucun amour ne peut franchir l'abîme qui sépare nos rangs. Je sais que tu m'aimes. Mais ton amour est différent du mien. Je voulais que nous partagions nos existences. Toi, tu veux me garder dans une boîte, à l'écart de ta vie. Je ne supporterai pas que tu me viennes me voir seulement quand tu n'as rien de plus important à faire. D'ailleurs, je ne sais même pas ce que tu fais quand tu n'es pas avec moi. Même ça, tu n'as jamais voulu me le faire partager. Ça ne te plairait pas, mieux vaut que tu ne le saches pas. Ne me dis pas ça, siffla-t-elle furieuse. Tu ne comprends pas que c'est précisément ce que je ne supporte pas, que tu ne me laisses même pas décider toute seule si ça me plaît ou non. Tu ne peux pas en juger à ma place. Tu n'as pas le droit, ni même ça. Tu ne peux pas me le dire. Comment puis-je croire que tu m'aimes? Je tue des gens, m'entendis-je répondre. Pour mon roi. Je suis un assassin, Molly. Je ne te crois pas. Elle avait parlé trop vite. L'horreur le disputait au mépris dans sa voix. Une partie d'elle-même savait que c'était la vérité. Enfin! Un silence terrible, bref, mais glacé, grandit entre nous, tandis qu'elle attendait que j'avoue avoir menti. Avoir menti en disant la vérité. Pour finir, elle s'en chargea pour moi. Toi, un tueur, tu n'as même pas osé désobéir au garde l'autre jour, pour voir pourquoi je pleurais. Tu n'as pas eu le courage de le défier pour moi. Et tu voudrais que je croie que tu assassines des gens pour le roi? Elle émit un son étranglé à la fois de colère et de désespoir. Pourquoi me dis-tu des choses pareilles? Pourquoi maintenant? Pourquoi m'impressionner? Si j'avais pensé que ça ne t'impressionnerait pas, je t'en aurais sans doute parlé il y a longtemps, avouai-je. Et c'était vrai. J'avais principalement gardé le secret parce que je craignais de la perdre en la lui révélant. J'avais raison. Des mensonges, toujours des mensonges, dit-elle, en s'adressant plus à elle-même qu'à moi. Depuis le début. Quelle idiote j'ai été. Si un homme te frappe une fois, il te frappera encore.
à ce qu'on dit. C'est la même chose pour les mensonges. Mais je suis resté, je t'ai écouté et je t'ai cru. Quel imbécile! Elle jeta ces derniers mots avec tant de violence que je reculai, comme devant un coup de poing. Elle s'écarta de moi. Merci, fille de chevalerie, reprit-elle d'un ton froid. Tu me facilites bien les choses. Elle se détourna. Molly, fis-je, suppliant. Je voulus lui prendre le bras, mais elle pivota sur elle-même, la main levée pour me gifler. Ne me touche pas, gronda-t-elle. Ne pose plus jamais la main sur moi. Et elle s'en alla. Au bout d'un moment, je me souvins que je me trouvais dans le noir sous l'escalier de Buriche. Je frissonnais de froid et d'autres choses aussi, d'une absence. Mes lèvres se retroussèrent en une expression qui n'était ni un sourire ni un rictus. J'avais toujours redouté de perdre Molly à cause de mes mensonges. Mais la vérité avait tranché en un instant ce que mes mensonges avaient maintenu lié pendant une année. Quelle leçon devais-je en tirer me demandai-je. Très lentement, je montai les marches, puis je frappai à la porte. Qui est là cria Buriche. Moi. Il débarra la porte et j'entrai. Que faisait Molly chez toi demandai-je sans me préoccuper de la façon dont il pouvait prendre la question, sans me soucier non plus de la présence du fou couvert de pansements à sa table. Elle avait besoin d'aide. Buriche éclaircit la gorge. Elle est venue chercher des herbes, dit-il, l'air mal à l'aise. Mais je n'ai pas pu la dépanner. Je n'avais pas ce qu'elle voulait. Ensuite, le fou est arrivé, et elle est restée pour m'aider à le soigner. Il y a des herbes chez Patience et Brodette. En quantité, observai-je. C'est ce que je lui ai dit. Il se détourna de moi et se mit à ranger les affaires qu'il avait sorties pour panser le fou. Mais elle ne voulait pas aller chez elle. Il y avait presque de la curiosité dans son ton, quelque chose qui me poussait à la question suivante. Elle s'en va fis-je d'une petite voix. Elle s'en va. Je m'assis sur un fauteuil devant la cheminée, les mains crispées l'une sur l'autre entre les genoux. Je m'aperçus que je me balançais d'avant en arrière et m'efforçais de m'en empêcher. Tu as réussi demanda le fou à mi-voix. Je cessai de me balancer l'espace d'un instant. Je ne compris pas de quoi il parlait. Oui, murmurai-je enfin. Oui, je crois. J'avais aussi réussi à perdre Molly, à user sa fidélité et son amour à force de la croire définitivement à moi, réussi à me montrer si logique, si pragmatique, si dévoué à mon roi, que je venais de perdre toute chance d'avoir une vie personnelle. Je me tournai vers Buriche. Est-ce que tu aimais Patience quand tu as décidé de partir demandai-je de but en blanc. Le fou sursauta, les yeux écarquillés. Ainsi, il y avait des secrets que lui-même ne connaissait pas. Buriche, lui, s'assombrit comme au plus mauvais jour. Puis il croisa les bras comme pour se contenir. Allait-il me tuer sur place, ou bien cherchait-il seulement à empêcher quelques douleurs de remonter? S'il te plaît, repris-je. Il faut que je sache. Il me foudroya du regard, puis, en articulant soigneusement, je ne suis pas un homme volage. Si je l'aimais, je l'aimerais encore. Ainsi la souffrance demeurerait. Mais tu as quand même décidé. Il fallait que quelqu'un le fasse. Patience refusait de comprendre que c'était impossible. L'un de nous deux devait mettre fin à nos tourments. Tout comme Molly avait décidé pour nous deux. J'essayais de songer à ce que j'allais faire à l'instant suivant, mais rien ne me vint. Je regardais le fou. Ça va manquis-je. Mieux que toi, répondit-il avec sincérité. Je parlais de ton épaule. Je croyais luxée, pas brisée. Elle s'en sort bien mieux que ton cœur. Toujours ce trait d'esprit. Mais j'ignorais qu'il était capable de manier l'humour avec autant de compassion. Son amitié faillit me faire éclater en sanglots. Je ne sais plus quoi faire, dis-je d'une voix hachée. Je ne pourrais pas vivre sans elle. La bouteille d'eau-de-vie toucha la table avec un petit bruit quand Buriche l'y posa, accompagné de 3 gobelets. Nous allons boire, dit-il, pour souhaiter de tout notre cœur à Molly de trouver le bonheur. Nous bûmes,
et Burriche remplit à nouveau les gobelets. Le fou fit tournoyer l'alcool dans le sien. Est-ce bien avisé à l'heure présente demanda-t-il. Pour le moment, j'en ai assez d'être avisé, répondis-je. Je voudrais être fou. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Néanmoins, il leva son verre en même temps que moi aux fous de toute espèce, et une troisième fois à notre roi. Malgré notre effort sincère, le sort ne nous donna pas assez de temps. Des coups résolus furent frappés à la porte, et Brodette entra, un panier au bras. Elle referma vivement le battant derrière elle. Débarrassez-moi de ça, voulez-vous nous dit-elle en faisant rouler sur la table le poulet saigné. Voilà le dîner s'exclama le fou avec enthousiasme. Il fallut quelque temps à Brodette pour s'apercevoir de notre état, mais il lui en fallut beaucoup moins pour s'emporter. Nous jouons notre vie et notre réputation, et vous ne trouvez rien de mieux à faire que de vous saouler. Elle se tourna d'un bloc vers Burriche. Au bout de 20 ans, vous n'avez toujours pas appris que ça ne résolvait rien. Burriche ne broncha pas. Il y a des choses qui ne se résolvent pas, fit-il d'un ton philosophe. L'alcool les rend beaucoup plus supportables. Il se leva d'un mouvement fluide et se tint devant elle, ferme comme un roc. Apparemment, des années de libation lui avaient enseigné le truc pour résister. Que vouliez-vous? Odette se mordit la lèvre, puis préféra suivre le cours qu'il avait donné à la conversation. Je veux qu'on me débarrasse de ça. Il me faut aussi une pommade contre les ecchymoses. Nul n'a donc jamais recours au guérisseur ici dit le fou sans s'adresser à personne. Odette ne lui accorda aucune attention. J'ai prétendu aller en chercher chez vous. Il vaudrait donc mieux que j'en aie vraiment un pot au cas où quelqu'un exigerait de le voir. Ma véritable mission, c'est de trouver le Fitz et de lui demander s'il sait que des gardes sont en train de le défoncer la porte du roi subtil à coups de hache. Je hochai gravement la tête, mais estimais préférable de ne pas tenter d'imiter le lever gracieux de Burriche. En revanche, le fou se dressa d'un bond, en s'écriant « Quoi? Tu avais réussi, disais-tu? Quelle réussite est-ce là? La meilleure à laquelle je puisse parvenir en si peu de temps, répliquai-je. Espérons que tout ira bien. Nous avons fait tout ce que nous pouvions. Par ailleurs, songe qu'il s'agit d'une solide porte de chêne. Il va leur falloir du temps pour la défoncer, et, à ce moment-là, je parie qu'ils s'apercevront que celle de la chambre du roi est elle aussi verrouillée et barrée. Comment t'es-tu débrouillé demanda Burriche à mi-voix. Ce n'est pas moi, répondis-je avec brusquerie. Je regardai le fou. J'en ai assez dit pour l'instant. Il est temps de me faire confiance. Je m'adressai à Brodette. Comment font la reine et Patience? Comment s'est passée notre mascarade? Assez bien. La reine souffre de vilaine ecchymose due à sa chute, et pour ma part, je ne suis pas si sûr que le bébé soit hors de danger. Une fausse couche ne se produit pas toujours tout de suite après un accident. Mais inutile de courir au-devant du malheur. Urfès s'est montré soucieux, mais inefficace. Pour quelqu'un qui se prétend guérisseur, il s'y connaît remarquablement peu en herbe et en simple. Quant au prince, Brodette eut un grognement dédaigneux, mais n'ajouta rien. À part moi, quelqu'un pense-t-il qu'il est dangereux de laisser circuler la rumeur d'une fausse couche? Fit le fou d'un air dégagé. Je n'ai pas eu le temps de trouver autre chose, rétorquai-je. D'ici un jour ou deux, la reine démentira la nouvelle en assurant que tout semble être normal. Bon. Pour le moment donc, toutes les précautions paraissent prises, observa Burriche. Mais ensuite, allons-nous voir le roi et la reine Kétriken déménager pour guet de négoce? Et confiance. Je te demande de me faire confiance, une journée. Dis-je non sans inquiétude. J'espérais que ce délai suffirait. Et maintenant, nous devons nous disperser et continuer à vivre aussi normalement que possible. Un maître d'écurie sans chevaux et un fou sans roi, musa le fou. Burriche et moi pouvons continuer à boire. Vu les circonstances, c'est vivre normalement, je pense. Quant à toi, Fitz, j'ignore quel titre tu te donnes ces temps-ci, et encore plus ce que tu fais normalement de tes journées. Par conséquent, personne ne boira, déclara Brodette d'un ton menaçant. Rangez-moi cette bouteille et gardez l'esprit affûté. Et dispersez-vous, comme l'a dit Fitz. Ce qui s'est raconté dans cette pièce suffirait à nous faire tous balancer au bout d'une corde pour haute trahison. Sauf toi, Fitz Chevalerie. Naturellement, pour toi, ce serait le poison. Les personnages de sang royal n'ont pas droit à la corde. Ces paroles
nous glacèrent. Burrich prit le bouchon et referma la bouteille. Brodette sortit la première, un pot de pommade de son panier, et le fou l'imita peu après. Quand je quittais Burrich, il avait nettoyé le poulet et s'acharnait sur les dernières plumes qui résistaient encore. Il ne laissait jamais rien perdre. J'irai un moment dans le château en surveillant les ombres derrière moi. Ketriken devrait se reposer et je ne me sentais pas capable de supporter les bavardages de patience, ni son analyse du caractère des uns et des autres. Si le fou était dans sa chambre, c'est qu'il ne désirait pas de compagnie. Et s'il se trouvait ailleurs, j'ignorais où. Castelserre était aussi infesté de gens de l'intérieur qu'un chien malade de puce. Je traversais les cuisines où je chapardais du pain d'épices, puis je déambulais, malheureux comme les pierres, en m'efforçant de ne penser à rien et de paraître marcher sans but, alors que je me dirigeais vers la bourrerie, où je dissimulais autrefois œil de nuit. Elle était vide à présent, aussi glacée à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il y avait longtemps qu'œil de nuit n'y jetait plus, préférant les collines boisées auxquelles s'adossait Castelserre. Mais je n'eus guère à attendre avant que son ombre franchisse le seuil de la porte ouverte. Un des plus grands réconforts qu'apporte peut-être le lien du vif est de n'avoir jamais à s'expliquer. Je ne fus pas obligé de raconter à Moulou les événements de la journée passée, ni de trouver les mots pour décrire ce que j'avais ressenti à voir Molly s'en aller. Il ne posa aucune question, et ne me tint pas de discours compatissant. Les incidents de la vie des humains n'avaient guère de sens pour lui. Il réagissait à la force de mes émotions, non au motif d'où elles découlaient. Il s'approcha simplement de moi et s'assit à mes côtés sur le sol de terre battue. Je passai un bras autour de lui, appuyai ma tête contre son col, et restai ainsi. Les hommes font de drôles de meutes, observa-t-il au bout d'un moment. Comment pouvez-vous chasser ensemble si vous n'êtes pas capables de courir tous dans la même direction? Je ne répondis pas. Je ne connaissais pas la réponse, et il n'en attendait pas. Il courba la tête pour se mordiller la patte avant qu'il le démangeait. Puis il se redressa, s'ébroua et demanda: Que vas-tu faire pour te trouver une compagne maintenant? Tous les loups ne prennent pas de compagne. Le chef, si, toujours. Comment la meute croîtrait-elle sinon? Mon chef a une compagne, et elle est enceinte. Ce sont peut-être les loups qui ont raison, et les hommes qui devraient les imiter. Peut-être que seul le chef devrait avoir une femelle. C'est ce qu'a jugé Cœur de la Meute il y a très longtemps, qu'il ne pouvait avoir à la fois une compagne et un chef qu'il suivrait de tout son cœur. Il est plus loup qu'il ne veut bien l'avouer, à quiconque. Un silence. Pain d'épices? Je le lui donnai, il l'avala voracement. Tes rêves me manquent la nuit. Ce ne sont pas mes rêves, c'est ma vie. Tu es le bienvenu, du moment que Cœur de la Meute ne se met pas en colère contre nous. La vie partagée est meilleure. Un silence. Tu aurais préféré partager la vie de la femelle. Mon défaut, c'est d'en vouloir trop. Ses paupières battirent sur son profond regard. Tu aimes trop d'êtres à la fois. Ma vie est beaucoup plus simple. Il n'aimait que moi. C'est vrai. Ma seule difficulté, c'est de savoir que tu ne crois pas. Je poussai un profond soupir. Œil de nuit éternua, sans prévenir, puis s'ébroua. Je n'aime pas cette poussière de souris. Mais avant que je m'en aille, sers-toi de tes mains habiles pour me gratter l'intérieur des oreilles. J'ai du mal à y arriver sans m'égratigner. Je lui grattai donc les oreilles, et le dessous du cou, et la nuque. Je sais ce qu'il se laisse tomber sur le flanc comme un chiot. Mon gros chien, lui dis-je avec affection. Tu vas me payer cette insulte. Il se remit brusquement debout, me mordit durement à travers ma manche, puis s'enfuit par la porte. Je relevai ma manche pour examiner les profondes marques blanches de mon bras. Elles ne saignaient pas, mais tout juste. C'était de l'humour de loup. La courte journée d'hiver touchait à sa fin. Je rentrai au château et, bien que je n'en eusse guère envie, me rendis aux cuisines afin d'écouter Mijotte me rapporter les derniers commérages. Elle me bourra de gâteaux aux pruneaux et de moutons, tout en parlant de l'éventuelle fausse couche de la reine. Puis de la porte des appartements royaux qu'il avait fallu abattre à la hache après que le garde du roi fût soudain mort d'apoplexie. Et pareil pour la deuxième porte, pendant que le prince royal, qui craignait qu'il ne soit arrivé malheur au roi, n'arrêtait pas d'enguirlander ses hommes pour qu'ils se pressent.
Mais une fois la porte abattue, ils ont trouvé le roi qui dormait comme un bébé malgré tout le vacarme. Oui, mon sire. Et tellement bien qu'ils n'ont jamais pu le réveiller pour lui expliquer pourquoi on lui avait démoli ses portes. Stupéfiant, fis-je. Elle poursuivit sur les potins ordinaires du château. Il portait essentiellement sur qui était et qui n'était pas de l'exode à Guédnégos. Mijotte, elle, en était, par la vertu de ses tartes aux groseilles vertes et de ses petits gâteaux. Elle ignorait qui s'occuperait de la cuisine à Castelcerre, mais ce serait sans doute un des gardes. Royal lui avait dit qu'elle pouvait emporter toutes ses meilleures marmites. Ce dont elle se réjouissait, mais ce qu'elle regretterait vraiment, c'était la cheminée de l'Ouest. Car elle n'en avait jamais connu de plus pratique pour cuisiner. Elle tirait exactement comme il fallait, et les crochets à viande étaient tous disposés aux bonnes hauteurs. Je l'écoutais en essayant de ne penser qu'à ce qu'elle disait, de m'intéresser aux petits détails de ce qu'elle considérait comme important dans sa vie. J'appris que la garde de la reine devait demeurer à Castelcerre, de même que les rares soldats qui portaient encore les couleurs de la garde personnelle du roi subtil. Depuis qu'ils avaient perdu le privilège de veiller sur les appartements royaux, leur morale avait considérablement baissé. Mais le prince affirmait nécessaire de laisser ses troupes sur place afin de maintenir une présence royale à Castelcerre. Romarin était du voyage, ainsi que sa mère, ce qui n'avait rien d'étonnant, étant donné la personne qu'elle servait. Gerpu restait, velours aussi. Ah, sa voix manquerait à mijote, mais elle finirait sans doute par s'habituer au gazouillis de l'intérieur. Elle ne songea même pas à me demander si je partais, moi aussi. Tout en gravissant l'escalier qui menait à ma chambre, j'essayais d'imaginer Castelcerre tel qu'il serait désormais. La table haute serait déserte à tous les repas. Les plats se réduiraient à la simple nourriture de campagne que savaient préparer les cuistots militaires. Du moins, tant que dureraient les réserves. Nous allions sans doute manger pas mal de gibier et d'algues avant le printemps. Je m'inquiétais davantage pour Patience et Brodette que pour moi-même. Vivre à la dure ne me dérangerait pas, mais elle n'y était pas accoutumée. Au moins, Velours serait encore là pour nous distraire, si son exil n'exacerbait pas sa nature mélancolique. Et Gerpu aussi. Sans plus guère d'enfants à instruire, peut-être Patience et lui auraient-ils enfin le temps de travailler à fabriquer du papier. Ainsi, faisait contre mauvaise fortune bon cœur. Je m'efforçais de trouver un avenir à chacun. Où étais-tu, bâtard? Sereine sortit soudainement de l'embrasure d'une porte. Elle avait espéré me voir sursauter, mais le vif m'avait prévenu d'une présence, et je ne bronchais pas. Dehors. Tu sens le chien. Moi, j'ai au moins l'excuse d'avoir été des chiens. Les rares qui restent dans les écuries. Il eût fallu un petit moment pour déceler l'insulte sous la politesse de ma réponse. Tu sens le chien parce que tu es plus qu'à moitié chien, à pratiquer la magie des bêtes. Je faillis lui envoyer une pique sur sa mère quand, soudain, je me la rappelais vraiment. Quand nous apprenions à écrire, tu te rappelles que ta mère t'obligeait toujours à porter une blouse noire parce que tu te mettais de l'encre partout? Elle me dévisagea d'un air renfrogné en tournant ma question en tous sens dans son esprit pour y découvrir une insulte, un affront ou une astuce. Et alors? Demanda-t-elle enfin, incapable de résister à la curiosité. Alors rien. Ça m'est revenu comme ça. Il fut un temps où je t'aidais à tracer tes jambages droits. Ça n'a rien à voir avec aujourd'hui, s'exclama-t-elle avec colère. Non, en effet. Ma porte est là. Tu voulais entrer avec moi? Son crachat me manqua de peu et tomba à mes pieds. Je songeais qu'elle n'aurait pas agi de cette façon si elle ne devait pas quitter Castelcerre en compagnie de Royal. Le château n'était plus son foyer, et elle se sentait libre de le souiller avant de partir. C'était très clair. Elle ne comptait pas y remettre les pieds. Une fois dans ma chambre, je tirai soigneusement chaque verrou et loquet, puis plaçai la lourde barre en travers de la porte. J'allais vérifier ma fenêtre et trouver les volets bien clos. Puis j'inspectais le dessous du lit. Enfin, je m'installai dans mon fauteuil près du feu pour somnoler en attendant qu'Imbre m'appelle. Des coups frappés à ma porte me tirèrent de mon assoupissement. Qui est là? Criai-je. Romarin, la reine désire vous voir. Le temps que je défasse les loquets et les verrous, l'enfant avait disparu. Ce n'était qu'une petite fille, mais je trouvais risqué qu'on m'annonce un tel message à travers une porte. J'arrangeai rapidement ma coiffure et mes vêtements, puis descendis vivement chez la reine, en remarquant au passage ce qui restait de la porte de chêne des appartements du roi subtil.
Un homme corpulent se tenait dans l'embrasure, un garde de l'intérieur que je ne connaissais pas. La reine Kétriken était allongée sur un divan près de son âtre. Plusieurs de ces dames papotaient en groupes répartis aux quatre coins de la pièce. Mais la reine était seule. Les yeux clos, elle paraissait si totalement épuisée que je me demandais si Romarin n'avait pas fait erreur. Mesdames Espérance me conduisit auprès d'elle et me fournit un tabouret bas. Elle me proposa enfin une tasse de thé que j'acceptai. Dès qu'elle se fut éloignée, pour la préparer, Kétriken ouvrit les yeux. Et maintenant demanda-t-elle d'une voix si basse que je dus me pencher pour l'entendre. Je la regardai d'un air interrogateur. Subtil dort pour le moment, mais il ne peut dormir éternellement. Le produit qu'on lui a donné va cesser de faire effet et nous en serons alors revenus au point de départ. La cérémonie d'intronisation approche, le prince sera peut-être très occupé. Il y a sans doute de nouveaux habits à découdre, des nouveaux habits à coudre et à lui essayer, et toutes sortes d'autres détails dans lesquels il se complaît. Cela le retiendra peut-être loin du roi. Et après Dame Espérance revint avec ma tasse de thé. Je lui murmurai des remerciements, et lorsqu'elle tira un fauteuil pour se joindre à nous, la reine Kétriken lui demanda avec un pâle sourire si elle pouvait elle aussi avoir du thé. Je me sentis presque honteux de la promptitude avec laquelle Dame Espérance bondit pour lui obéir. Je ne sais pas, chuchotai-je en réponse à sa précédente question. Moi je sais. Le roi serait en sécurité dans mes montagnes. Il y recevrait honneur et protection. Et peut-être Jonquille connaîtrait-elle. Ah, merci Espérance. La reine Kétriken prit la tasse qu'on lui tendait et en but une gorgée, tandis que la dame s'installait. Je souris à Kétriken, puis choisis mes termes avec soin, en espérant qu'elle décrypterait mes propos. Mais les montagnes sont loin, ma reine, et le climat difficile à cette époque de l'année. Le temps qu'un courrier y parvienne pour y chercher le produit de votre mère, le printemps ne serait plus loin. En d'autres lieux, vous pourriez trouver le même remède à vos troubles. Béarn ou Ripon aurait peut-être ce que nous désirons. Les dignes ducs de ces provinces ne peuvent rien vous refuser, vous le savez. Je le sais, dit Kétriken avec un sourire là. Mais ils ont leurs propres problèmes, et j'hésite à y ajouter. Par ailleurs, la racine que nous nommons longue vie ne pousse que dans les montagnes. Un courrier résolu pourrait s'y rendre, je pense. Elle but une nouvelle gorgée de thé. Mais qui envoyer? Voilà la question la plus ardue, observai-je. Elle n'ignorait sûrement pas les difficultés que présentait pour un vieillard un voyage jusque dans les montagnes. Il ne pouvait partir seul. L'homme qui irait devrait être tout à fait digne de confiance et doué d'une volonté inébranlable. L'homme que vous décrivez m'évoque une femme, repartit Kétriken. Et Dame Espérance éclata de rire, davantage de voir s'alléger l'humeur de la reine que de son trait d'esprit. Kétriken porta sa tasse à ses lèvres, puis interrompit son geste. Peut-être devrais-je m'y rendre moi-même, afin de veiller à ce que tout soit fait dans les règles, dit-elle. Puis elle sourit, en me voyant écarquiller les yeux. Mais le regard par lequel elle y répondit était grave. Nous parlâmes ensuite de tout et de rien, et Kétriken m'entretint d'une recette à base de plantes pour la plupart imaginaires que je promis de tout faire pour lui rapporter. Une fois que j'eus pris congé d'elle et regagné ma chambre, je me demandais comment faire pour l'empêcher d'agir avant Imbre, rue de Casse-Tête. Je venais à peine de verrouiller et de barrer ma porte que je sentis un courant d'air dans mon dos. L'entrée du domaine d'Imbre était entrebâillée. Je m'engageais d'un pas fatigué dans les marches. J'avais envie de dormir, mais je savais que je serais incapable de fermer l'œil. L'odeur de la nourriture me réveilla soudain lorsque j'entrai chez Imbre. Et je m'aperçus que je mourais de faim. Imbre était déjà attablé. Assis-toi et mange, me dit-il abruptement. Nous devons préparer un plan. J'en étais à ma deuxième bouchée d'un pâté en croûte quand il me demanda en chuchotant. Combien de temps crois-tu que nous pourrions garder le roi subtil ici, dans ses appartements, sans qu'on le trouve? Je finis de mâcher, puis déglutis. Je n'ai jamais réussi à trouver comment entrer ici, répondis-je. Oh, les accès existent bel et bien, et, comme les aliments et autres indispensables doivent y transiter, certaines personnes les connaissent sans se rendre compte exactement de ce qu'elles savent. Le dédale de mes appartements est relié à des pièces du château
où des réserves sont régulièrement déposées à mon intention. Mais ma vie était beaucoup plus facile quand c'était à Dame Tin qu'on fournissait le manger et le linge. Comment allez-vous vous débrouiller quand Royal sera parti à guet de négoce? Pas bien qu'autrefois, sans doute. L'habitude aidant, certaines tâches continueront à être effectuées, si ceux qui ont ces habitudes restent. Cependant, lorsque les réserves baisseront, on se demandera quel est l'intérêt d'entreposer des provisions dans des parties désaffectées du château. Mais nous parlions du confort du roi, pas du mien. Tout dépend de la façon dont Subtil disparaîtra. Si Royal croit qu'il a quitté Castelcerre par des moyens ordinaires, vous pourrez peut-être le cacher ici quelque temps. Mais si le prince sait qu'il se trouve dans le château, rien ne l'arrêtera. À mon avis, son premier ordre sera de faire abattre à coups de masse les murs de la chambre du roi. Brutal, mais efficace, reconnut Imbre. Lui avez-vous trouvé un endroit sûr en Béarn ou en Ripon? Si vite? Bien sûr que non. Il faudrait le dissimuler chez moi pendant des jours, voire des semaines, avant qu'on ait pu lui préparer un abri. Ensuite, il faudrait le faire sortir discrètement du château, ce qui sous-entend de trouver des hommes à soudoyer, et de savoir à quel moment ils sont de garde aux portes. Malheureusement, ceux qu'on peut payer pour effectuer une tâche peuvent aussi accepter de l'argent pour la dénoncer plus tard. Sauf s'il leur arrive un accident. Il me regarda. Ce n'est pas un problème, il existe une seconde issue avec Castelcerre, dis-je, en pensant au passage que j'empruntais avec mon loup. Mais il y en a un autre. Il s'agit de Ketriken. Elle va agir de son propre chef si on ne lui annonce pas rapidement que nous avons un plan. Ses réflexions l'ont menée dans les mêmes voies que nous, et ce soir, elle se proposait d'emmener Subtil dans les montagnes. Une femme enceinte et un vieillard malade en plein hiver, c'est ridicule. Imbre se tut un instant. D'un autre côté, personne ne s'y attendrait. On ne les chercherait pas de ce côté-là. Et, avec le mouvement de population que Royal a déclenché, une femme et son père souffrant passeraient inaperçus. Ça reste quand même une idée grotesque, protestai-je. Je n'aimais pas la lueur d'intérêt qui s'était allumée dans l'œil d'Imbre. Qui donc pourrait les escorter? Plus riche. Ça l'empêcherait de se tuer à force de boire pour tromper son ennui. Et il pourrait s'occuper de leurs bêtes, ainsi que de tout ce dont ils auraient besoin. Sans aucun doute. Penses-tu qu'il accepterait? Vous le savez bien, répondis-je à contre-cœur. Mais Subtil ne survivrait pas à un tel voyage. Il a plus de chances d'y survivre qu'au traitement de Royal. Ce qui le dévore continuera de le dévorer où qu'il se trouve. Il s'assombrit. Quant à savoir pourquoi sa maladie progresse si vite en ce moment, cela me dépasse. Mais le froid, les privations, son état s'aggraverait. Il y a des auberges sur une partie du chemin. Je puis encore trouver de quoi les payer. Subtil a tellement changé qu'il n'y a guère à craindre qu'on le reconnaisse. Pour la reine, c'est plus délicat. Rares sont les femmes qui aient son teint et sa taille. Cependant, des vêtements épais pour augmenter son tour de taille, un capuchon pour les cheveux, et... Vous plaisantez! Demain soir, répondit-il. Il faut agir avant demain soir, car à ce moment-là, le soporifique que j'ai donné à Subtil cessera de faire effet. Rien ne sera tenté contre la reine avant son départ pour guet de négoce, sans doute. Mais une fois que Royal la tiendra en son pouvoir, tant de choses peuvent arriver. Une chute du pont glissant d'une péniche dans l'eau glacée du fleuve. Un cheval qui s'emballe. Un plat de viande malsaine. Si son assassin est moitié moins doué que nous, il réussira. L'assassin de Royal? Imbre posa sur moi un regard apitoyé. Tu imagines tout de même pas notre prince en train d'enduire lui-même un escalier de graisse et de noir de fumée? De qui crois-tu qu'il s'agisse? De Sereine. Son nom m'était venu aussitôt. Alors, ce n'est évidemment pas elle, non. Nous nous apercevrons qu'il s'agit d'un petit homme discret, aux manières affables et à l'existence tranquille. Si nous découvrons un jour qui sait. Enfin, n'y pensons plus pour l'instant. Quoiqu'il n'y ait rien de plus passionnant que de chercher à démasquer un autre assassin. Guillaume, fis-je à mi-voix. Pardon? Je lui exposai rapidement ce que je savais de Guillaume, et ses yeux allèrent s'agrandissant. Ce serait un coup de génie! S'exclama-t-il admiratif. Un assassin artiseur. Étonnant que personne n'y ait jamais pensé. Si. Subtil peut-être, dis-je.
Mais son assassin aurait échoué à apprendre. Imbre se laissa aller contre le dossier de son fauteuil. Je n'en suis pas si sûr, fit-il d'un ton pensif. Subtil est assez retors pour avoir eu une idée pareille sans m'en faire part, même à moi. Mais ça m'étonnerait que Guillot soit davantage qu'un espion. Pour l'instant, redoutable, c'est évident, et tu dois te montrer exceptionnellement vigilant. Mais je ne crois pas qu'il faille craindre de lui un assassin. Il s'éclaircit la gorge. En tout cas, il est de plus en plus évident qu'il faut faire vite. L'évasion devra s'effectuer depuis les appartements royaux. Il faudra que tu trouves encore une fois un moyen pour détourner l'attention des gardes. Pendant la cérémonie d'intronisation. Non. Nous ne pouvons pas attendre si longtemps. Demain soir, pas plus tard. Tu n'auras pas à les distraire longtemps. Quelques minutes me suffiront. Il faut attendre, sinon votre plan est irréalisable. Vous voudriez que je fasse se préparer la reine et Buriche d'ici demain soir. Par conséquent, il faudrait que je les mette au courant de votre existence. Et Buriche devrait s'occuper de trouver des chevaux et des vivres. Des canassons quelconques. Pas des montures de qualité, on les remarquerait trop. Et une litière pour le roi. Des haridelles, il y en a en quantité, car il ne reste plus rien d'autre. Mais Buriche va l'avoir en travers de la gorge d'obliger son roi et sa reine à monter dessus. Et un mulet pour lui-même. Ils doivent passer pour des gens humbles, qui ont à peine de quoi se rendre à l'intérieur. Je n'ai pas envie qu'ils attirent les voleurs de grands chemins. Je frémis en songeant à Buriche, à Califourchon sur un mulet. Ça ne marchera pas, murmurai-je. Le délai est trop court. Il faut agir le soir de la cérémonie. Tout le monde sera en bas pour le banquet. Ce qui doit être fait peut être fait, affirma Imbre. Puis il demeura un moment pensif. Mais ton argument n'est peut-être pas faux. Il faut que le roi soit en bon état pour la cérémonie. S'il n'y insiste pas, aucun des ducs côtiers ne donnera créance à l'intronisation de Royal. Il sera donc obligé de lui fournir ses herbes, pour le garder malléable à défaut d'autre chose. D'accord. Après demain soir. Si tu dois absolument me contacter demain, jette un peu d'écorce amère dans ton feu. Pas trop. Je n'ai pas envie de me faire enfumer. Mais une bonne poignée, je t'ouvrirai. Une pensée me vint soudain. Le fou voudra accompagner le roi. Impossible, répondit Imbre d'un ton sans réplique. On ne peut pas le déguiser. Sa présence ne ferait qu'augmenter les risques. En outre, il est indispensable qu'il reste. Nous aurons besoin de lui pour nous aider à préparer la disparition de Subtil. Ça m'étonnerait que ça le fasse changer d'avis. Laisse-moi m'en occuper. Je lui démontrerai que l'évasion doit se passer sans un anicroche, s'il veut que le roi survive. Il faut créer une atmosphère, telle que la soudaine absence du roi et de la reine passe pour... Enfin bref, je me chargerai de cet aspect-là. Je découragerai les hommes d'abattre les murs. Quant à la reine, son rôle est facile. Il lui suffira de se retirer tôt de la cérémonie, de déclarer vouloir dormir longuement et de renvoyer ses serviteurs. Elle devra préciser qu'elle ne souhaite être dérangée que si elle les appelle. Si tout va bien, Subtil et Kitriken devraient disposer de la plus grande partie de la nuit pour prendre de l'avance. Il m'adressa un sourire affectueux. Eh bien, je ne pense pas que nous puissions faire mieux. Oh, je sais, rien n'est définitivement établi, mais c'est mieux ainsi. Nous aurons davantage de flexibilité. À présent, va dormir tant que tu le peux, mon garçon. Une journée chargée t'attend demain, et j'ai beaucoup à faire. Je dois préparer des médicaments en quantité suffisante pour mener Subtil jusqu'aux montagnes, et noter clairement ce que chaque paquet contient. Du riche à lire, n'est-ce pas? Très bien, assurai-je. Au bout d'un moment, je demandai: Trouviez-vous près du puits du château la nuit dernière, vers minuit? On y aurait aperçu le grêlé. Selon certains, cela signifie que le puits va bientôt être pollué. Pour d'autres, c'est de mauvais augure pour la cérémonie de royale. Ah? Eh bien, ce n'est pas impossible. Imbre gloussa. Les signes et les présages sinistres vont se multiplier, mon garçon, jusqu'à ce que la disparition d'un roi et d'une reine passe pour le plus naturel des événements. Il eut un sourire gamin. Les années s'effacèrent dans son visage et ses yeux verts retrouvèrent un peu de leurs espiègleries d'autrefois. Va te reposer et informe Buriche et la reine de notre plan. Moi, je parlerai à Subtil et au fou. Pas un mot à qui que ce soit d'autre. Une partie de notre plan repose sur la chance. Mais pour le reste, fais-moi confiance. Son rire me suivit dans l'escalier, mais ne parvint pas à me rassurer entièrement.